voulez bien, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Vincent Gautré, titulaire de la chaire Wilson. J'ai le plaisir aujourd'hui de présider slash participer avec deux panélistes que je vais vous présenter dans 2 secondes. Un sujet palpitant, un peu clivant, j'ai craint, j'espère. Et puis ravi aussi, d'après les chiffres que nous avons eus, d'avoir un petit succès de foule. Alors encore une fois, c'est pas les frais qu'on vous impose là, qui sont un empêchement à ça, mais dans la salle, et puis j'ai entendu dire qu'on était plus de 100 en ligne. En tout cas, c'est toujours agréable de voir que ces recherches et ces liens entre pratique et académique sont toujours intéressants pour l'ensemble de la communauté. Alors, on va vous parler de preuves. Donc, comment la preuve dans cette série est modifiée, altérée, sans jeu de mots, par le numérique. Alors, je le dis un peu à chaque fois, mais cette fois-ci, c'est vraiment vrai. Je suis particulièrement fier du panel que je vous présente aujourd'hui. Puis je vais le présenter par ordre alphabétique, si vous voulez bien. Juste à ma droite, Claude Marcel, euh, associé chez Blakes, qui est un praticien tous les jours en matière de preuve, mais c'est un praticien qui écrit. C'est un praticien qui est incontournable, je dirais, j'appellerais dans le landerneau du droit de la preuve. Il s'est impliqué, il a fait sa maîtrise là-dessus, donc c'est toujours un plaisir. Puis depuis longtemps, j'ai le privilège de discuter avec lui, avec, vous verrez, un point de vue assez, euh, assez distinct, et c'est ça qui est bien. Euh, on devait avoir aussi Solika Monnier, avocate chez Fasken, qui nous a prévenu que pour des raisons de santé, elle ne pouvait pas être présente. C'est dommage parce que Solika est en pratique dans un gros bureau, mais moi je l'ai connue, elle était étudiante ici, mais elle travaillait aussi à une époque au ministère de la Justice du Québec quand celui-ci avait une velléité de modifier justement ces dispositions de la loi et du code. Et enfin, Charles-Maxime Panassio, lui aussi, on se connaît depuis pas mal d'années, prof titulaire à l'Université d'Ottawa, section droit civil, et notamment, en fait, c'est vraiment comme ça que je l'ai plus lu, même s'il y a aussi beaucoup en théorie du droit aussi, mais il est co-auteur avec Léo Ducharme d'un incontournable, dit, je pense, sur l'administration de la preuve. Donc, on voulait vraiment, dans le cadre de ce panel, faire sur LinkedIn, j'ai parlé d'une joute, là, mais en fait, un petit peu, et puis Claude y est pour quelque chose. Les plus vieux s'en souviendront peut-être, j'ai pas réussi à trouver la trace. Mais il y a une quinzaine d'années, Claude Marseille avait fait une conférence avec Claude Fabien, donc notre spécialiste pendant longtemps du droit de la preuve. Et c'était la vision notamment de Claude Fabien et puis je vous invite à aller lire dans les mélanges Baudouin parce qu'il avait écrit un article là-dessus. Claude Fabien considérait qu'il fallait élargir les 28-32, c'est-à-dire les témoignages écrits, notamment pour éviter, et c'est là-dessus que notre Claude ici aujourd'hui, Claude Marseille n'était pas d'accord, pour tenter de limiter les témoignages judiciaires. Et Claude Marseille défendait qu'au contraire, les témoignages judiciaires étaient le meilleur moyen pour faire survenir la vérité. Alors, je n'ai pas réussi. Je sais qu'il y a un podcast que j'ai trouvé il y a 4-5 ans. Je l'ai cherché pendant 2 heures hier. Je ne l'ai pas retrouvé. Il y a une trace sur les internets et je me souviens, c'est tellement facile d'être d'accord. Alors que quand on n'est pas d'accord, il faut argumenter, faut creuser un peu. Donc j'espère qu'on va tous les trois vous montrer un certain d'accord. Et pour finir sur Charles Maxime a écrit un article important dans la revue Thémis. Euh, j'ai écrit il y a 1 heure un blog qui est sur mon site web depuis où je mets ses références. Charles Maxime a écrit un article que j'ai évalué. Et j'ai donné mon commentaire. Il faut absolument publier cet article. Il est excellent, il est profond, et je suis en désaccord sur tout. Donc, c'est un peu, encore une fois, l'objectif que je nous souhaite,
Vous savez, c'est important de ne pas être d'accord, là. La guerre, quand on vit en ce moment, là, c'est parce qu'il y a un double des mes fils, là, qui est entouré avec des gens autour de lui qui sont toujours d'accord avec lui. Donc, je pense que c'est important, durant cette 1h30, de manifester, en certains égards, une certaine forme de désaccord. Alors, le format est très simple. On a 3 ou 4 questions à vous proposer et on va demander à chacun d'entre nous d'initier la discussion sur chacune de ces questions. La première question, ça va être sur la question intégrité omniprésente dans la loi cadre versus notion d'authenticité sur laquelle mes 2 collègues considèrent qu'on a un peu escamoté cette notion. En tout cas, je vais vous laisser et donc chacun va parler en 4-5 minutes et après on va discuter interrompu tous les 3. On va peut-être évoquer, c'était sur l'ICA que je pouvais le faire, la notion transfert-copie que l'on trouve notamment à 2841 du Code civil. Euh, on va aussi initier la question de la qualification des éléments de preuve. Et ça, c'est moi qui vais initier le débat. J'aimerais vous parler de la grande décision de la Cour d'appel Bénici contre Cloda 2018, qui est peut-être celle qui a le mieux traité de la loi. Et enfin, quatrième question qui revient à l'article de Charles Maxime, question qui fâche. Quoi faire avec la loi? Il y a une mission de télé, vous savez, c'est vendre ou rénover, là. C'est bricoler ou démolir. Euh, déjà, la réponse, vous avez lu le Charles Maxime, c'est on scrape tout. Et donc, ce sera le quatrième panel avant de recevoir vos questions. Une fois la quinzaine de personnes ici, où les beaucoup plus nombreux en Merci. Je te laisse partir avec une notion de vérité et authenticité. Merci Vincent. D'abord, merci de l'invitation. Puis je voudrais souligner, c'est toujours intéressant d'avoir des panels comme ça en droit de la preuve qui s'adressent à autres que des praticiens qui veulent avoir des conseils pratiques sur comment présenter une preuve, puis d'avoir des débats théoriques parce que c'est rare dans nos facultés de droit. Puis d'ailleurs, Vincent, je te l'ai déjà dit, mais depuis 15 ans maintenant, avec ton amour du droit technologique, ça a insufflé beaucoup de vie dans le sujet du droit de la preuve qui autrement est souvent considéré comme étant de la cuisine ou très technique, alors que c'est un sujet très riche et puis qui a des grandes influences devant les tribunaux, bien évidemment. Alors, au niveau de l'intégrité, de l'authenticité, mais le problème qui se pose avec la loi sur le cadre juridique des technologies de l'information, on va en parler dans un instant, c'est que cette notion-là d'authenticité existe depuis longtemps en droit de la preuve et en droit civil, c'est-à-dire que avant qu'un élément de preuve puisse être déposé devant le tribunal, puis avoir une valeur probante, il faut nécessairement qu'antérieurement, son authenticité soit démontrée. En particulier lorsqu'on parle de la preuve écrite, puis la preuve par présentation d'un élément matériel, c'est-à-dire photographie, vidéo, enregistrement audio. Alors, l'authenticité, c'est en quelque sorte une définition américaine de la chose et de dire l'élément de preuve qu'on présente, par exemple un écrit ou une photographie, est ce qu'elle paraît être. Ce n'est pas un faux. On a tendance à dire au Québec, ben, on est capable d'établir son origine, qui en est l'auteur, qui est le photographe ou qui est l'auteur d'un écrit, et qu'il n'a pas été modifié depuis sa rédaction initiale. Donc, son intégrité, tout le concept d'intégrité qui lui est apparu dans la loi sur le cadre juridique par la suite, on va y venir, a été maintenu. Bref, essentiellement, avant que le tribunal puisse prendre connaissance d'un écrit ou d'un élément matériel de preuve, bien, il faut nécessairement qu'il y ait eu une preuve préalable de son authenticité pour qu'on sache que ce qu'on a entre les mains bien, est réel. Ensuite, on pourra en tirer les conséquences, quelle est la valeur probante, etc. La règle est exprimée dans le Code civil, autant pour les écrits que pour les éléments matériels de preuve. Pour les éléments matériels, par exemple, c'est à l'article 2855 que, avant qu'un élément matériel puisse avoir une valeur probante, il faut que par une preuve indépendante, on établisse son authenticité. Maintenant, il y a différents types de preuves, en particulier d'écrits
qui sont présumés authentiques. Là, encore une fois, je présente le système, c'est très classique. Évidemment, c'est le nom même de ces écrits-là, les actes authentiques. Alors, par exemple, un acte notarié ou un acte qui provient de l'administration publique, un certificat de naissance, qui a toutes les apparences de l'authenticité. On n'a pas besoin de faire venir de témoins pour l'établir. On ne va pas déranger chaque fois l'officier public, le directeur de l'État civil ou un notaire pour venir produire des documents. Donc, un acte notarié pourra être déposé au dossier de la Cour. Et si on a le sceau du notaire et une signature, si vous me passez l'expression, en bleu, ça semble être un original, ça semble être un document authentique qui est présumé authentique. C'est la même chose pour les documents publics étrangers, qu'on appelle les documents semi-authentiques, alors qui sont essentiellement l'équivalent des documents authentiques, donc des documents qui émanent soit de l'administration publique, qu'on soit au niveau du législatif, de l'exécutif ou du judiciaire, mais qui viennent d'autorités étrangères. Et on les appelle semi-authentiques simplement parce que leur contestation est moins lourde que pour un acte authentique. Un acte authentique, il faut s'inscrire en faux pour s'attaquer contre le caractère d'authenticité de l'acte, alors qu'un acte semi-authentique, ça prendra une dénégation en vertu du Code civil avec une déclaration sous serment. Donc, d'où l'appellation semi-authentique, qui est évidemment un classique en droit civil. Maintenant, il y a d'autres écrits qui sont aussi présumés authentiques, par exemple un acte sous seing privé. Donc, un contrat, ça pourrait être un testament, ça pourrait être, qui est opposé à son signataire ou aux héritiers du signataire. S'il n'est pas contesté par la partie adverse, on pourra le déposer au dossier sans avoir à faire venir de témoins. Alors là aussi, il y a une présomption d'authenticité. On dit dans le code qui fait preuve contre la partie contre qui il est opposé. Donc, c'est à celui qui serait le signataire apparent d'un acte sous seing privé de le contester. Alors, avec ce régime-là, donc, fondamentalement, la plupart, l'immense majorité des écrits ou des éléments matériels de preuve, on doit établir l'authenticité. En principe, c'est par le biais d'un témoin qu'on le fera. Sinon, il y a quelques écrits qui sont présumés authentiques. Et donc, dans le Code de procédure civile, le législateur a aussi adopté des dispositions pour essayer de faciliter les preuves puis éviter qu'on ait à chaque fois à faire venir des témoins inutilement, par exemple pour produire des documents. Et donc, il y avait ce qu'on appelait à l'époque, quand moi j'ai commencé à pratiquer, un 403 et maintenant un 264, si je ne m'abuse. Donc, un avis qu'on envoie à la partie adverse, puis on peut mettre toutes nos pièces et dire, si vous ne niez pas l'authenticité de ces documents-là, ils seront présumés admis, donc ils pourront être produits au dossier de la Cour. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils font preuve de la véracité de leur contenu, mais au niveau de l'authenticité, puis je vais donner un exemple évident, la mise en demeure, c'est bien évident que je peux admettre l'authenticité du fait que j'ai été mise en demeure sans admettre les reproches qu'on formule à mon égard dans la mise en demeure. Alors ça, c'était le régime de base, disons, assez classique, qui existait depuis longtemps. Puis là est arrivée la loi sur le cadre juridique des technologies de l'information en 2001, si je ne m'abuse. Et là, ben, une préoccupation, évidemment, c'est qu'avec un support dématérialisé d'un document, donc d'un écrit, ça pourrait aussi être un enregistrement sonore, un enregistrement vidéo, il y avait une préoccupation que, oh, est-ce que quelqu'un peut avoir joué avec le contenu de ce document-là en affectant son support? Et donc, le législateur a ajouté ou modulé, parce qu'à mon sens, à moi, ça va chercher la notion d'authenticité, mais le concept d'intégrité du document. Et donc, pour qu'un document ait la même valeur juridique que son équivalent sur un support matériel, donc essentiellement papier, on doit démontrer que son intégrité n'a pas été atteinte. Et il y a une présomption dans la loi qui est rédigée d'une façon un peu fautive. On va y revenir peut-être par la fin de la conférence. À mon avis, la loi sur le cadre juridique a beaucoup de carences, entre autres sur cette présomption-là, mais sur le fait qu'on n'a pas à chaque fois à faire venir un expert
pour démontrer que le support, par exemple, le serveur informatique sur lequel un document se trouve, un document PDF, permet d'assurer son intégrité. Bon. Alors, il y a certaines présomptions dans la loi, mais fondamentalement, la loi sur le cadre juridique des technologies de l'information, en faisant référence à la notion d'intégrité, qui s'ajoute, ou en tout cas qui module la nécessité d'authenticité, est venue préciser le concept à l'égard de documents technologiques. Maintenant, il y a des défis de plus en plus grands en ce qui concerne la preuve de l'authenticité d'un écrit ou d'un élément matériel de preuve, en particulier avec l'apparition de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous comprenez qu'à une certaine époque, si on arrivait, par exemple, avec un enregistrement audio d'une conversation téléphonique, dont l'authenticité était établie, cet enregistrement-là a une valeur probante à la limite bien plus grande que le souvenir que chacun des interlocuteurs peut avoir de la conversation. Et donc, la preuve par élément matériel, qui est donc celle qui permet au tribunal de faire ses propres constatations sans avoir à se fier au souvenir ou à la crédibilité d'un témoin. Lorsque le tribunal écoute un enregistrement, évidemment, il perçoit directement l'objet de la conversation. Ça a une très grande valeur probante. Pourtant, de plus en plus, à mon avis, en tout cas, je ne sais pas ce que mes collègues vont en penser, mais ce modèle-là est en train de s'écrouler un peu parce que, avec l'existence, on appelle ça, Vincent, des deepfakes, excusez l'anglicisme, qui sont de plus en plus réalistes, arriver avec une preuve matérielle, donc d'un enregistrement sonore ou un enregistrement vidéo, est-ce que par le biais des métadonnées, on est capable nécessairement de déceler la fraude? Une chose est certaine, c'est que de plus en plus, on doit remettre en question une photographie, une vidéo, un enregistrement. Est-ce que c'est vraiment la voix de la personne que l'on prétend être l'interlocuteur sur l'enregistrement ou est-ce même le visage? Puis Vincent, je pense que c'est toi qui nous avais envoyé une décision californienne de la fin 2025 dans l'affaire de Mendones où le juge, encore une fois, la technologie n'étant pas toujours aboutie, hein, on perçoit parfois les faux. On lui avait remis des vidéos, des photographies, etc., montrant supposément la partie adverse, et le tribunal a rejeté toutes ces preuves-là et a rejeté la demande parce qu'on lui avait soumis justement des fausses preuves. Fin 2025, peut-être que c'est encore possible de le déceler assez facilement, puis il n'y avait pas eu de savantes preuves d'experts dans ce dossier-là. Le tribunal a été capable de le constater, mais plus ça va devenir difficile. Ce qui veut dire que cette preuve-là, par présentation d'un élément matériel qui est de prime abord plus fiable que la mémoire des témoins, de plus en plus, ça va devenir quelque chose de difficile. Et puis, au lieu de permettre des preuves relativement sommaires hein, de l'authenticité, par exemple, d'une photographie, ça se fait assez facilement. Moi, j'aurais tendance à penser que les tribunaux vont commencer à être de plus en plus exigeants. Donc ça, c'est un premier développement récent, c'est avec le développement de l'IA, la preuve par élément matériel de preuve devient en quelque sorte plus fragile. Et deuxièmement, et on en parlait juste avant le début de la conférence, Vincent, vous savez qu'au Palais de justice, évidemment, comme à la SAQ, comme ailleurs, ils veulent adopter des modes de preuve dématérialisés. Il y a un projet qui s'appelle maintenant Lexius pour que l'on puisse faire des procès à la cour avec purement des documents en PDF ou en format, en tout cas, technologique. Or, pour des motifs de commodité qui n'ont pas fait l'objet de débats, à ma connaissance, on est en train d'adopter un amendement au Code de procédure civile qui va essentiellement changer la donne sur tout ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que
pour faciliter la preuve de manière technologique devant les tribunaux, plutôt que moi, par exemple, qui invoque des factures, une lettre, des documents, des rapports qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas semi-authentiques, c'est mon fardeau, évidemment, d'établir l'authenticité de tous ces documents-là. Et maintenant, on veut amender le Code de procédure civile pour que l'article 262 prévoit que lorsque des documents auront été déposés dans l'exius par une partie, ce sera la partie adverse à nier l'authenticité de ces documents-là dans les 30 jours, sans quoi ils vont être réputés authentiques. Et pour nier l'authenticité des documents, il faudra que la partie adverse dépose une déclaration dans laquelle elle devra détailler jusqu'à un certain point les motifs pour lesquels elle n'admet pas l'authenticité. Alors, un système comme ça, jusqu'à présent, ça ne s'appliquait par exemple qu'aux actes semi-authentiques ou à un acte sous seing privé qui était opposé au signataire apparent. Alors moi, si on m'oppose un contrat sur lequel il y aurait prétendument ma signature et je prétends que ça ne l'est pas, je peux avoir des motifs que je suis capable de détailler dans une déclaration pour dire ce n'est pas ma signature, etc., je n'étais pas présent. Là, si la partie adverse dépose, je sais pas moi, des centaines de factures au dossier auxquelles moi, je n'étais pas parti, j'ai aucune idée d'où ça sort ces documents-là, et on me dit, à moins que je ne conteste l'authenticité de ces documents-là, ils vont faire partie du dossier et ils auront la valeur probante qu'ils ont. Euh, on vient d'enlever, dans le fond, on vient de présumer que tous les écrits ou tous les éléments de preuve, ça vaudrait pour des enregistrements, des photographies, donc des enregistrements sonores, vidéo ou des photographies, seront au dossier et le fardeau est en quelque sorte placé sur les épaules de la partie adverse de le nier dans les 30 jours. Cela dit, à mon avis, l'article 262 ne l'affirme pas expressément, mais si je m'inspire du système qui existe actuellement, par exemple pour les actes sous seing privé, une fois que cette dénégation-là est faite, avec une déclaration, encore une fois, à son appui, là, le fardeau, à mon avis, revient sur la partie qui invoque ces documents-là d'établir leur authenticité. En passant, cette déclaration-là, on a introduit une nouvelle notion dans le Code de procédure civile. Elle n'a pas à être sous serment, elle sera réputée être faite sous serment. Alors, ça, moi, je n'avais jamais vu ça en 37 ans de pratique. Des déclarations, un peu comme celle que le professeur Fabien voulait voir être utilisées comme dans un système continental, comme en Europe, par exemple, qui valent témoignage et qui seront réputées faites sous serment, même si elles n'ont pas été faites sous serment. Alors, ça, c'est une autre création qui m'apparaît audacieuse, parce que vous comprenez, on dira ce qu'on veut avec le serment, je le vis à tous les jours. Lorsqu'on est obligé d'obtenir le serment d'un témoin ou d'un client, ben, on a des assistantes juridiques qui sont commissaires à la sermentation. Il y a d'autres, on peut aller voir un notaire, on peut aller voir, il y a certains gérants de banque qui peuvent le faire. Il y a une solennité au processus que les gens prennent au sérieux et qui fait en sorte qu'avant de donner son serment, on s'assure qu'on relie l'affidavit avec le témoin, etc. Bon. En tout cas, bref, là, on s'éloigne de la déclaration sous serment. Elle sera réputée faite sous serment, même si ça a juste été une déclaration bien ordinaire faite par le témoin. Et à moins que cette déclaration-là ne soit produite au dossier, tous les documents sont en preuve. Bon. Ma prédiction, puis on en a parlé, puis j'arrête là-dessus, Vincent, c'est que les praticiens vont systématiquement, puis pour en avoir parlé dans une réunion avec mes collègues à notre bureau, nier l'authenticité, à moins que ce soit des évidences. Puis c'est vrai que dans la plupart des dossiers, une fois qu'on a vécu le dossier ensemble, ça fait des années que le dossier existe, on l'inscrit à procès, il y a des centaines de pièces qui vont être admises de part et d'autre, ça va. Mais là, si je reçois des pièces comme ça spontanément,
Moi, je pense que la bonne décision stratégique, peut-être que le juge n'aimerait pas entendre ça, ou c'est de le nier, puis après ça, on verra. Toujours penser que si quelqu'un veut un aveu de ma part, même si c'est juste pour l'authenticité d'une pièce, il va falloir qu'il me donne un aveu de sa part en échange. Alors là, je vous parle comme plaideur, mais il y a ce système-là qui s'en vient et ma prédiction, c'est que ça va donner lieu à un ensemble de dénégations sur l'article 262, quitte à plus tard dans le processus, lorsqu'on inscrira pour procès, peut-être faire des admissions de part et d'autre de documents. Mais bon, alors voilà un concept, Vincent, qui est si simple, hein, démontrer l'authenticité d'un document. Ça fait couler beaucoup d'encre, d'abord avec l'adoption de la LCC-JTI, mais maintenant, avec la dématérialisation de la preuve, voilà les espèces de présomptions d'authenticité qui sont prévues dans des cas précis dans le code perdent de leur pertinence parce que tous les éléments de preuve, éléments matériels ou écrits, des écrits quelconques, là, même des écrits non signés, doivent être présumés authentiques à moins qu'ils soient niés par la partie adverse. Alors voilà, on en est là, c'est vers là qu'on s'en va. Et avec les deepfakes puis l'intelligence artificielle, recevoir des éléments de preuve qui seraient des photographies, des vidéos, des enregistrements et les présumer authentiques s'ils ne sont pas niés, vous comprenez que ça commence à être un petit peu, à mon avis, troublant. Je ne sais pas ce que le professeur Panaché en pense pour son co-auteur, le professeur Ducharme, mais je pense que le professeur Ducharme doit être horrifié, mais ça, c'est mon interprétation de ces développements-là. Mais voilà, je ne veux pas parler pour lui, évidemment. Je te laisse réagir, justement. Oui, ben, ce qui me vient à l'idée, moi, je suis toujours heureux d'entendre les praticiens parler de ce qui se passe dans la réalité quotidienne du litige. C'est le talon d'Achille des universitaires. Là. On enseigne de trop haut, si on veut. Là. On est un peu loin de ce qui se passe en réalité. Et puis donc, à ce sujet-là, moi, quoi je suis curieux, c'est sur cette question bon, il y a des nouvelles dispositions qui vont vouloir que les gens s'opposent ou déclarent certains motifs pour s'opposer à l'authenticité à la reconnaissance de l'authenticité d'une pièce. Et puis moi, ce qui m'intrigue toujours, c'est la question de savoir, ben, qu'est-ce que ça implique donner des motifs pour... parce que je présume qu'à ce stade-ci, on n'est pas encore en train de vouloir demander des éléments de preuve. On veut juste que la personne dise... Puis là, je ne sais même pas si ça implique dire davantage que, écoutez, j'en ai aucune idée, je ne connais pas ce document-là. C'est pas moi qui l'ai confectionné. Et c'est pas mon fardeau, c'est pas moi qui ai le fardeau dans le litige, le fardeau de preuve principal sur cette question-là. Et donc, je m'y oppose pour cette raison-là. Moi, ce qui m'intrigue toujours, c'est de savoir est-ce que les tribunaux, puis ça, c'est un peu une prédiction pour l'avenir, mais est-ce que les tribunaux vont reprocher aux avocats de faire des choses comme ça, puis de dire par prudence, écoutez, moi, je ne sais pas, là. Et puis, on me met en demeure de reconnaître l'authenticité de tel écrit ou tel élément matériel. Laissez-moi du temps, puis a priori, je vais simplement nier. Mais puisqu'on est peut-être dans une ère où on valorise, puis avec certaines bonnes raisons, la célérité, puis le fait que les litiges puissent évoluer de manière rapide, est-ce qu'on pourrait reprocher à un avocat, par exemple, d'avoir juste dit, ben on ne le sait pas, et puis pas plus que ça, ou est-ce que ça prend vraiment des motifs particuliers? Je serais curieux de voir sur le nombre de déclarations comme celle-là qui sont faites parce elles existent déjà dans certaines circonstances. Qu'est-ce que c'est que leur contenu typique, mettons? Ça Surtout que maintenant, ça va être tous les documents. Ça peut être un document quelconque. C'est une belle question parce que ça peut être des documents qu'on ignore totalement. Mais je trouve ça intéressant parce que vous, les chantres contre la loi cadre, en fait, là, de quoi on parle? On parle du code de procédure civile. On parle de deux. C'est vrai que ça avait été initié avec l'ancien 89.4,
il avait, de manière complètement étrange, introduit ce principe de l'aveu tacite pour les documents numériques, mais ça a été élargi à tous les documents 1er janvier 2016 par le Code de procédure. Ouais. Ben là, si on parle spécifiquement des documents numériques, puis là, il va y en avoir de différentes sortes. Là. Il va y avoir des écrits, il peut y avoir des vidéos, des enregistrements audio, toutes sortes de choses. Ben, au fond, je présume que cette réforme-là, cet élargissement de 262, 264, va s'appliquer aussi à ces documents-là. Et puis là, ça vient, je pense, puis je ne veux pas anticiper sur ce qu'on va discuter plus tard, mais ça vient encore renforcer cette idée que finalement, les articles de la loi sur le cadre juridique, les articles 5, 6, 7, n'ont pas ajouté grand-chose à l'exigence d'authenticité générale qui a suffisamment de flexibilité pour venir s'adapter à toutes sortes de types d'éléments de preuve à mesure qu'on en crée d'autres. J'ai relu ton article pour l'occasion, et puis tu parles, je trouvais ça intéressant, je ne l'avais pas lu la première fois aussi bien, mais une sorte de déni législatif, c'est-à-dire le législateur n'a pas fait sa job en étant aussi nébuleux sur les termes, en l'occurrence dans la loi, c'est d'intégrité. Ouais. Mais comment pouvait-il faire autrement? Ben encore là, j'anticipe, mais ce que je comprends toujours pas, puis j'aimerais connaître la petite histoire. Toi, je pense que tu en connais plus que moi dans les détails de ce qui s'est passé avec cette loi-là. Mais j'aimerais connaître la petite histoire de pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de créer cette loi-là. Ce que je reproche, c'est peut-être d'avoir agi trop rapidement sans se demander, parce que quand on fait une réforme, et qu'on veut introduire des nouveaux termes ou des termes connexes comme assurer l'intégrité, ce genre de choses-là, il faut se demander, est-ce que ça vient en fait simplement faire double emploi et compliquer une notion qu'on a déjà, celle de l'authenticité, ou est-ce que ça vient adéquatement la compléter, ou est-ce que c'est nécessaire parce que c'est quelque chose de tellement qu'on fait un nouveau concept pour appliquer. Et puis, dans ces circonstances-ci, pour ce qui est de la preuve électronique, moi, à tout prendre, là, puis évidemment, c'est pas. C'est une sorte d'exercice de mise en balance là, du pour et du contre. Il me semble que c'était pas nécessaire ni souhaitable d'aller ajouter des notions qui étaient déjà couvertes par l'authenticité, parce qu'en les ajoutant, on donnait l'impression qu'il y avait quelque chose de différent à propos des documents électroniques, de la preuve électronique, alors que à la base, c'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, c'est le même processus de raisonnement, de réflexion, d'établir l'origine, d'établir l'intégrité sur la base de la prépondérance des probabilités. Et donc, puis je comprends le réflexe là, de dire en 2000, 1999, oh, il y a cette révolution numérique qui s'en vient. Il faudrait pas qu'on manque le bateau, il faudrait qu'on s'adapte. Donc, ça nous prend des instruments nouveaux. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Je veux dire, on le voit par exemple dans la loi sur la preuve au Canada, qui, sur la même question, a un article très clair qui dit, ben, encore une fois, juste à établir l'authenticité, au sens américain du terme, là, juste à établir que l'élément de preuve est bel et bien ce qu'on prétend qu'il est. Et puis, bon, mais ça encore, ça peut s'adapter à toutes sortes de choses. Mais je ne pense pas que la loi sur la preuve au Canada ait manqué le bateau ou ait manqué quelque chose en restant aussi simple. Il me semble. C'est sûr que comme praticien, c'est de la musique à mes oreilles d'entendre ça parce que moins on ajoute de mots, puis moins on ajoute de concepts, puis plus on garde ça simple, surtout pour des questions de preuve,
mieux on se porte. Mais si tu me permets, Vincent, je voudrais poser une question au professeur Panachot pour revenir à la question d'admettre, c'est à moins de le nier, on admet. Je me demande si on ne pourra pas, puis je me demande si le professeur Ducharme ne défendait pas ce point de vue-là, avant qu'on puisse m'opposer à un document que je ne connais pas, puis si je n'ai pas de réaction en dans 30 jours, bon, il est présumé authentique, avant que ça s'enclenche, est-ce que j'ai le droit d'exiger l'original? Donc, par exemple, avec les défis de l'IA, avoir accès aux métadonnées du document devient très important. Donc, pour me dire le document qui a été déposé au dossier, si je ne réagis pas dans les 30 jours, il me sera opposable. Qu'est-ce que c'est le dépôt? Est-ce que ça ne devrait pas être le dépôt de l'original? Je vous donne un exemple. Souvent, dans des dossiers de cours, on va avoir des photographies, mais dans le fond, c'est des PDF. Alors, ils ont pris l'original en JPEG, qui lui a des métadonnées, mais ils vont l'imprimer en PDF. Et là, on perd tout ça. On a juste une image, un transfert. Exactement. Ou un chiffrier Excel, ben voilà, on a une photocopie d'un chiffrier, on perd toutes les fonctionnalités. Alors, au minimum, et ça serait une belle question, je pense qu'on a le droit d'exiger l'original, qu'il nous soit au moins exhibé ou qu'il nous soit rendu disponible. C'est quoi l'original? Bon, ben, par exemple, d'une photographie JPEG. C'est quoi l'original? C'est celle qui est sur l'appareil photo? C'est celle que tu envoies en fonction numérique? Soit celle qui est sur la réalité. Oui. La notion d'original. Soit celle qui est sur l'appareil photo ou une copie intègre, comme par exemple un document Excel qui aurait fait l'objet d'une fonction copier-coller dans le système d'exploitation. Donc, j'ai toutes les fonctionnalités originales. Pour moi, c'est ça. La notion d'original est incompatible avec la notion numérique. La notion d'original est foncièrement associée au physique, dans la mesure où, si on prend les différentes versions de la Bible, les copies étaient moins fiables que les originaux. Mais sauf que quand je t'envoie un JPEG, un MP3, il y a une totale identité entre les deux. Copia vient du latin, copia, multiplication. Donc, on a une multiplication de documents authentiques. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir, et dans un rapport que tu as analysé, moi, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur 2860. Mais l'idée de l'original, je veux dire, c'est pas. C'est peut-être plus la même chose quand on entre dans le monde numérique, mais la règle, la nécessité de l'original, sa raison d'être, ou en tout cas la raison pour laquelle on aime les originaux quand il s'agit de documents, par exemple, écrits, c'est que ce sont les plus contemporains de la réalité qu'on a voulu documenter. Et puis ensuite, quand il y a des copies ou des transferts, ben là, il y a un risque, peut-être pas très grand, que l'information soit transformée. Mais c'est la même chose que le oui-dire quand on peut voir la personne qui a vu, entendu, et pas celle à qui elle a raconté son histoire. C'est parce qu'entre les deux, ben, il y a un risque de perte d'intégrité. Gilles de Saint-Exupéry, tu sais. Oui, absolument. Pour lui, l'original, c'est un document dont on est capable de prouver l'authenticité. Ah, Il associe l'originalité justement à un document qui a intégrité plus lien avec. Et je pense que je suis très à l'aise avec ça, mais l'authenticité, c'est toujours en lien avec ce qu'on veut prouver au bout du compte, c'est-à-dire la vérité, la réalité qu'on veut prouver au bout du compte, qui est pertinente pour le litige. Et puis c'est pour ça que l'original est intéressant, peut-être pas beaucoup plus intéressant de nos jours que les reproductions. Mais donc, avec l'avènement de l'IA, je ne sais pas ce que vous en pensez, il me semble que cette règle-là, qui a l'air d'une vieille règle désuète, la nécessité de l'original, va reprendre la vigueur parce que pour savoir si un enregistrement ou une photographie est vraiment authentique et non pas un deepfake, encore une fois, pardonnez l'anglicisme, si au moins j'ai accès à l'original ou à une copie absolument conforme au sens de la loi et non pas un transfert, là, au moins, je peux aller voir les métadonnées puis voir comment il a été généré, puis ça me donne une meilleure chance d'approximer la vérité.
C'est ça Alors qui est voilà, ça va redonner moi, une vigueur à cette règle-là. oui. Mais c'est toujours de remonter jusqu'à Oui, la preuve, à dans le fond, l'origine. c'est ce qu'on veut faire avec des éléments de preuve, c'est remonter jusqu'à une réalité ou à une vérité qui est survenue dans le passé. Et puis, on veut faire la même chose avec des documents qui sont générés par l'intelligence artificielle. Au bout du compte, ce qui nous inquiète, c'est qu'on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas c'est quoi leur origine. Entre autres, c'est une des choses qui nous inquiète. Et donc, ben, c'est un peu comme quand on remonte la chaîne de possession d'un sac de cocaïne. Là. C'est ça, non, Vous dites, bon, ben, si lui, il l'a saisi, après ça, il l'a donné à l'autre, il l'a amené je sais pas, la fourrière de preuves au poste de police. Puis, il faut qu'on garde, il faut qu'on sache que c'est toujours resté le même sac de cocaïne tout au long. Moi, je m'autorisais, j'en avais 4, mais je vais m'en taper un parce qu'il y en a un. Trois petits commentaires sur vos présentations. Par rapport à l'IA, moi, j'aimerais citer un blog d'un doctorant ici. On a fait un concours de blog la semaine dernière. 25 des étudiants à tous les niveaux. Et notre premier prix, c'est Monsieur Cheng Setan, là, qui est derrière là-bas, qui a fait un article qu'on va mettre en ligne, si ce n'est pas déjà le cas, sur le site de la chaire dans les prochaines heures. C'est 5 pages sur Can you trust what you see? Human and IA detection of synthetic legal evidence. Ce qu'a fait Jinxie, c'est qu'il a pris 200 photos prises dans des procédures et en a fabriqué 1200 autres. Et il a pris un pool de 17 personnes, si je bien lu, leur demandé est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est un vrai? Ces personnes, 70% à peu près, 70% de personnes ont détecté que c'était le bon ou le vrai. Donc 30% sont trompés, 70% ont dit la bonne chose. Il a demandé à des IA de détecter. Parce que nous, dans le domaine de l'enseignement, c'est quelque chose qu'on utilise. Est-ce qu'il a utilisé l'IA? On va utiliser des outils. Les IA, suivant, et puis je ne veux pas les citer lesquels, mais des IA génératives, ça va de 44% à détecter le bon à 90%. 44%, c'est nul. Ben Je veux dire, jouer au dé, c'est 50. Donc, donc, c'est vrai qu'il y a une problématique reliée à l'IA, c'est que moi, trouver des plagiats, là, par exemple, tu es sur un comité, moi je l'ai été pendant 5 ans, c'est assez facile, notamment dans les fichiers Word, on est capable d'aller voir dans les métadonnées pour voir s'il y a des copies. Souvent, le problème de l'IA, comme dans Mandones, ça requiert un peu trop systématiquement, et puis c'est pas toujours applicable, des experts, on est capable d'intervenir là-dessus. Il y a un article dans cette loi vous accès créé, article 10, qui dit quand il y a un doute par rapport à un document, on va pencher du côté à celui qui a le plus documenté ses manières de faire, qui est capable de montrer les mesures de sécurité qui sont les plus robustes. Et donc, c'est pas verbatim, là, mais ça n'a jamais été utilisé dans la jurisprudence, mais c'est un élément. Ça va prendre une nouvelle pertinence, ben et, oui. et puis, enfin, deux autres choses, oui. Dans Mendones, moi, ce que je trouvais intéressant et ce que les juges ne vont pas assez, ils commencent à faire ça avec l'IA, c'est le parjure. Enfin, en anglais, c'est parjure, outrage au tribunal dans le code de procédure. Tu crées un faux outrage au tribunal. Et ça, dans le passé, il y a eu des. Moi, j'ai vu des cas surtout Cour du Québec, petites créances, de faux qui sont présentés. Le juge donne raison à la partie, mais il n'y a rien d'autre. Il ne donne pas suite. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Il y a la source. Donc, parce que dans un cas, c'était une personne, un assuré réclamait à Desjardins un vol, sauf que les métadonnées des photos sont 3 jours après la déclaration de vol. Il a pris les photos 3 jours après. Ah, j'ai plus mon vélo, mais la photo date 3 jours après. Ben, Desjardins, les avocats de Desjardins disent écoutez, c'est pas possible, les métadonnées montrent. Puis ça finit là. Ben non, non, il faut. Puis le dernier point, moi je suis d'accord avec toi. Je ne sais même pas si c'est une mauvaise idée, cette règle qui existe déjà pour la Cour du Québec. On a modifié pour tous les litiges de moins de 100 000. C'est un principe de droit romain. La preuve incombe à celui qui prétend. Actora et de probation. Principe là qui a 7 siècles qu'on est en train de mettre de côté pour des raisons de plus grande efficacité. Peut-être que c'est bon, peut-être qu'il y a tellement de documents maintenant qui sont présentés qu'on n'a plus le choix de faire autrement, que dans les faits, les faux sont pas si fréquents que ça.
Peut-être que c'est un... j'ai même pas un point de vue tranché, mais c'est, à mon avis, c'est un changement qui est pas mal plus gros, le code de procédure, que la loi elle-même. C'est la Que la loi. pratique qui va finir par montrer si on trouve des voies d'adaptation et puis bon, est-ce que les juges vont réussir à créer des faire autour de cette idée de déclaration avec des motifs? Qu'est-ce que sont des motifs suffisants? Est-ce qu'on doit avoir accès à l'original Oui, avant? oui, Il me effectivement. semble que oui, mais Oui. Et puis, bon, ben, c'est aussi que, comme tu dis, cette règle générale-là du fardeau, elle existe souvent parce que la personne qui présente les documents est mieux placée pour en faire la preuve, prouver son authenticité. C'est les siens ou est impliqué dans un acte sous seing privé, on permet de l'opposer à quelqu'un d'autre parce que l'autre est impliqué. Mais il y a toujours cette idée-là sous-jacente qui est, bon, ben, qui est le mieux placé? Si quelqu'un m'arrive avec des documents qui sont générés par lui-même ou quelqu'un ou une personne juridique proche de lui, sur lesquels il y a un certain contrôle ou sur... moi, j'ai aucun moyen de la part d'embaucher un expert c'est pas moi qui suis mieux placé pour démontrer l'authenticité. Ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est un autre changement du numérique. C'est que le numérique multiplie les hypothèses où on fait des preuves à soi-même. C'est-à-dire, quand Ah je veux oui. prouver un document Word que j'ai fait, tu sais, la vertu de l'écrit sous seing privé, c'est que j'ai la signature de l'autre. oui. Ah oui. Alors que quand je vais prouver une photo que j'ai prise, Mhm. un document Word que j'ai écrit, donc forcément, il y a plus cette externalité inhérente qui dégage d'une grande robustesse et d'une grande crédibilité. Au moins le dessaisissement, même quand tu as un écrit Ouais. non signé. Il a fallu au Déjà, moins que tu Il y ouais. avait un décisif, exactement. ouais. Et puis c'est drôle, Vincent, parce qu'il y a aussi une très ancienne règle qui va chercher ce que tu dis là, c'est celle des papiers domestiques. C'est-à-dire que le problème fondamental avec les papiers domestiques, c'est qu'on se constituait des preuves à soi-même. Et donc, il y a une vieille règle dans le Code de Napoléon qui a été reprise dans le Code civil du Bas-Canada, on ne peut pas se constituer de titre à soi-même. Je peux pas simplement écrire dans mon propre journal intime, j'ai prêté 25 000 à Vincent et il ne m'a pas encore repayé. Bon, c'est ça. Je peux pas invoquer ça. Alors, c'est un peu la même chose quand j'arrive avec mes propres photographies. Tout ça, c'est un peu une preuve auto-constituée en ma faveur. Puis là, le Code dit, c'est à la partie adverse de le nier, mais moi, d'où vient cette photo-là? Comment? Alors, c'est pour ça qu'il me semble qu'une des protections, ce serait d'exiger au moins qu'on me donne l'original avec les métadonnées. Puis, juste pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, les juges devraient faire des sanctions, oui. Sauf que vous l'avez peut-être vu récemment dans la presse, puis c'est un dossier que je connaissais. Il y a un juge que je ne nommerai pas qui a utilisé l'IA pour invoquer des précédents qui étaient des faux précédents pour lever le voile corporatif dans une cause très importante là, oui, de stratagème à la Ponzi, qui vient de Québec en passant, de notre belle ville de Québec, qui a donné lieu à une faillite qui est de plus qu'1 milliard de dollars. Je ne pensais pas qu'il y avait des hommes d'affaires qui généraient un chiffre comme ça à Québec. Mais toujours est-il qu'il y avait, excusez l'anglicisme, encore un feeder fund là-dedans qui avait supposément participé à la fraude. Et le juge, pour faire lever le voile corporatif, a cité telle cause, telle cause. C'était des fausses causes. Alors, rendu là, la sanction, c'est le conseil de la magistrature. Si un juge commence à citer de la jurisprudence générée par une hallucination de l'IA, mais voilà, on voit ces cas-là. Fait qu'on est un peu dans les balbutiements de l'IA devant les tribunaux. Je pense que ça va finir par se placer, mais en ce moment, je pense qu'on va avoir toutes sortes de situations inusitées, inattendues, parce qu'on maîtrise mal cet outil-là. Je peux vous dire en pratique privée, même un cabinet comme le nôtre qui investit beaucoup dans ces trucs-là, on apprend à peine à maîtriser l'outil pour rédiger des notes d'autorité, s'inspirer, critiquer. Voilà, c'est vraiment de voir là où c'est un bon outil, là où il y a des risques d'hallucination. On n'est pas encore au bout de ce processus-là. Puis en fait, moi, je suis étonné
que 70% d'êtres humains étaient capables de détecter les fausses photographies parce que la qualité est là maintenant. Puis juste, je suis curieux, est-ce que c'est parce que ça paraissait à la face même des photographies, puis juste à le regarder, il y a quelque chose qui... Il y avait des troisièmes bras ou des trucs. Ouais, c'est ça, un pied à l'envers. I don't know, if you want to answer in 2 minutes in English, I'm surprised that so many people were able to detect it. Because we used 6 different generators, and the most advanced generator is Gemini 3 Pro, and the human performance is around 55%. So that drops to barely cannot distinguish real and fake. And so the most advanced model have already reached the point that there's no turning back. We cannot assume images are real or fake. And we also have an online platform if you want to try it out. You could see the data set that you can see how you perform on such tasks, and you will give feedback for every round of your choice. So if that exists, Vincent, I can make a prediction. It's going to end up in court files. People will try it to file fake evidence. 100%, right? Yeah. Fait que ça nous prend des règles robustes pour être capable de vérifier ça. La règle de la nécessité de l'original, la règle de l'authenticité. Puis là, à mon avis, on est en train de les relaxer plutôt que de réagir à ce danger-là pour des raisons de commodité. Puis en passant, qui n'ont pas fait l'objet de débat, d'éliminer l'article 264 puis de dire maintenant 262, par définition, c'est au dossier, à moins que la partie adverse le nie, avec une déclaration qui dira quoi? Je ne suis pas un spécialiste. Est-ce qu'il faut que j'embauche un expert chaque fois pour être sûr que les photos de la partie adverse... On est en train de relaxer les standards pour des motifs de commodité qui n'ont pas fait l'objet de débat, plutôt que de se prémunir contre un danger que je pense on ne saisit pas entièrement. Mais c'est vrai pour tous les grands principes de droit de la preuve. Hein. Je parlais de Claude Fabien. Ouais. L'article de Claude Fabien dans les mélanges Baudouin, c'est revisiter Louis Dire. Louis Dire revisité, pardon. Oui. Donc c'est remettre en cause, enfin, Oui. diluer ce vieux principe qui a été abondamment dilué par le code et par la jurisprudence. Et il prônait aussi, puis après ça j'arrête, je sais que tu as d'autres sujets à couvrir, mais il prônait aussi de procéder par déclaration écrite plutôt que faire venir les témoins à l'audience. C'était ça le débat qu'on avait eu il y a une quinzaine d'années. Donc, comme dans les systèmes continentaux. Et moi, peut-être parce que je suis vieux jeu, mais je disais non, le contre-interrogatoire, il peut être bien fait, mal fait, être efficace, inefficace, mais d'avoir un témoin présent, pas réputé sous serment, qui prête serment en regardant le juge dans le blanc des yeux, avec la partie adverse présente, c'est pas parfait, mais ça s'évertue. Et d'abandonner ça, à mon avis, ce serait une autre erreur qui relaxerait les standards pour remonter à la vérité. D'ailleurs, c'est une très belle image de penser que comme avocat plaideur, on remonte dans le temps pour retrouver... c'est vrai dans le fond, c'est un peu ça qu'on fait. On a complètement éclaté notre premier débat. On va laisser tomber copie transfert, qui était le... Oui, ben ça rentre dans l'authenticité. Ouais, on l'a un peu évoqué. On avait prévu après, moi je voulais juste vous présenter en 3 minutes, justement dans ce débat sur la pertinence de la loi, mais je vais le faire très vite pour qu'on puisse vraiment finir sur ta thématique à toi, c'est-à-dire on scrape tout ou non. Et pour qu'on ait ensuite, idéalement, une quinzaine de minutes avec la salle présente et en ligne. Il me reste 35 minutes. Moi, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est toujours, encore une fois, je ne l'ai pas écrit, cette loi, je l'ai critiqué abondamment, mais si vous voulez comprendre la loi, il faut lire Beniffi contre Clodas, 17 avril 2018, Cour d'appel, qui est la grande décision que j'attendais depuis 2001. Où des juges, et notamment un juge qui a rédigé et adhésion des 2 autres, qui dit « cette loi est mal écrite », sauf qu'il a tout compris. Les juges ont tout compris et ont bien compris la notion d'authenticité, et aussi un travail que je trouve très pédagogique,
pour identifier 5 questions de suite. Je ne vais pas traiter dans le détail, mais il y a une question fondamentale. C'était un peu dans la conception des années 90, quand Ducharme ferraillé, lui était d'un côté en disant il ne faut pas développer les éléments matériels. Ça crée la confusion. On ne va pas savoir ce que c'est entre l'écrit et le témoignage. 2854 dit qu'il permet au juge de faire ses propres constatations. Toutes les preuves sont sujettes au point de vue du juge. Donc lui, il dit c'est une notion qu'on n'a pas à introduire. Et de l'autre côté, tous les autres étaient là. Patnaud, Fabien, Royer disaient la réalité est là. Il faut mieux s'y fier sur une vidéo qu'on voit 3 ans après, parce que les audiences étant ce qu'elles sont, ça prend du temps, plutôt qu'une personne qui va témoigner. Elle va dire ah oui, je me souviens, j'ai dit cela. Ah ben en fait, c'était à 3 ans, je me souviens plus. Alors qu'on voit la vidéo où il se fait tapocher dessus, par exemple. Donc, ces 3 auteurs, Patnaud, Royer, Fabien, disent il faut favoriser. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce nouvel élément de preuve qu'il n'y avait pas dans le Code civil du Baccalauréat. Sauf que, classiquement, on avait des écrits égale papier, on a des témoignages égale oralité, et on a, oui, il y a un couteau, il y a une brique, etc., mais c'était surtout dans le cas des documents, des représentations, c'est-à-dire audio-vidéo. Sensoriel. Sensoriel, pour prendre l'expression de notre Et le problème avec le numérique, cette dichotomie oralité, représentation sensorielle et écrit, ça n'existe plus. On a des témoignages écrits, on peut avoir des vidéos écrites, on peut faire, Fabien le disait en 87, on pourrait avoir des contrats vidéo, on peut avoir des écrits sous seing privé vidéo. C'est mon point de vue, d'accord avec ça. Donc, maintenant, comment on fait pour distinguer, et en l'occurrence, Dominique Cangola, c'était un enregistrement, il fallait déterminer le régime applicable. Est-ce qu'on va dans les témoignages, est-ce qu'on va dans les écrits, est-ce qu'on va dans les éléments matériels? Et le juge utilise ce qui m'apparaît ultra pertinent, l'équivalence fonctionnelle, en disant la fonction de l'enregistrement, en l'occurrence, c'était un gros liquide, $100 000, je pense, de responsabilité civile, un investisseur qui aurait investi de l'argent pour quelqu'un d'autre et il n'a pas fait ce que l'investisseur lui avait demandé de faire. Et il y a des enregistrements téléphoniques qui sont pris, qui sont mis sur un CD-ROM, on ne sait pas trop comment la preuve a été constituée. Et en fait, le juge, se basant sur l'équivalence fonctionnelle, dit ben, ça correspond à une vision à un moment T. Un écrit, c'est la vieille définition d'écrit instrumentaire, c'est pour prévoir le futur. Le témoignage, c'est référé à des faits passés. Et l'élément matériel, c'est un flash, un Polaroid à un moment T. Moi, j'ai trouvé, encore une fois, j'avais un peu écrit là-dessus, c'est les petits plaisirs des profs d'être cités par les juges. Mais j'étais ravi qu'on ait une jurisprudence qui comprenne cette loi avec toute la confusion, toute sa facture compliquée, qu'on avait des juges qui comprenaient admirablement la loi en preuve. Il y a eu récemment, sur les questions de responsabilité de la loi cadre, qui sont désuètes, un jugement de la Cour d'appel, Benoît Hamon, Judith Hervé et Manon Savard, ils ont compris les dispositions de la loi, encore une fois, même si désuètes. Alors voilà, moi je voulais juste identifier cette question importante. Alors, que tu traites dans une note de bas de page, un bas de page 53, ici, disant ou pas sûr que cette approche fonctionnelle soit la bonne. Alors, voilà. Baptiste et je sais. J'ai été cité par la Cour d'appel, mais par contre, j'ai une note de bas de page de Panatio. Ouais. Alors, je suis dans le milieu Mais en même débat en même temps, j'essaie de rester silencieux quand je m'oppose à toi. Je ne veux pas faire de l'esclandre. Je mets ça dans une note de bas de page. Mais bon, là-dessus, je pense que je continue à dire un peu la même chose dans le sens où on parle d'écrits, de témoignages ou d'éléments matériels, puis on parle surtout d'enregistrement, là.
encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ces trois moyens de preuve-là, d'une manière ou d'une autre, constituent des sortes de documentation d'une réalité, là. Alors, le témoin est témoin de quelque chose, il emmagasine cette réalité-là dans sa mémoire. Puis éventuellement, s'il y a un litige, ben, il va venir nous raconter, si c'est pertinent, ce qui s'est passé dans son passé. L'écrit préconstitué, c'est un peu la même chose. On constitue la preuve d'un événement, ça peut être un échange de consentement. On le met sur papier, par exemple. Mais l'idée, c'est qu'on a toujours cette réalité-là qui est l'échange de consentement, qu'on pourrait prouver par témoignage ou autrement, par élément matériel, par enregistrement, mais ici, c'est par écrit. Et puis, on pourrait donc faire la même chose avec un enregistrement. C'est deux types de documents distincts. Mais toutes ces choses-là, que ce soit la mémoire, l'écrit préconstitué ou l'enregistrement, sont des éléments qui, pour nos fins à nous, sont tournés vers le passé, vers le fait qui est arrivé auparavant et qui devient pertinent dans le cadre d'un litige judiciaire. Donc, et puis, chaque moyen de preuve aussi est une façon de documenter ou de garder ce fait-là, cet élément du passé-là, soit par la mémoire, soit par la persistance de l'écrit du papier, soit par la persistance de l'enregistrement qui nous ramène à cet événement-là. Et donc, pour moi, ils ont tous un peu la même nature pour des fins probatoires. Mais si tu me permets, un testament, exécution privée, Oui. dit Georgette et Raymond se sont mariés il y a 40 ans. Et puis on va prévoir que si le premier qui décède hérite de l'autre. C'est sûr que les faits sont passés, mais la fonction, c'est de gérer le futur. C'est un acte instrumentaire pour prévoir le futur. Oui, comme élément de preuve, c'est la seule preuve de la volonté de la personne à l'époque. C'est sûr que cette volonté-là, on lui donne un effet dans l'avenir. Mais l'idée, pour moi, la fonction documentaire du document, c'est que quand il y en a un qui meurt, ben, on n'aura pas de problème parce qu'on a un testament ou parce que, en disant, Ouais. ben, c'est elle, c'est lui qui va bénéficier du testament. Mais les deux me semblent compatibles, mais pour des fins de preuve, ce qui m'intéresse le plus, c'est de quoi est-ce qu'on veut faire la preuve ici. C'est d'une certaine volonté qui a été documentée à l'époque. Exprimée, documentée à Et l'époque. encore une fois, moi, je parle simplement de la fonction documentaire qui est gérer le futur. Ah, OK, mais à ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'on est en désaccord. Parce que moi, je me concentre sur l'aspect d'éléments de preuve, et puis toi, tu te concentres sur plus généralement la fonction du document. C'est, encore une fois, comme le dit la Cour d'appel, c'est basé sur l'équivalence fonctionnelle, sur la fonction associée au document. Oui, mais l'autre chose que je soulèverais ici, c'est qu'il faut faire attention, par contre, quand on fait référence trop directement aux fonctions, c'est que, par exemple, si on pense à la signature, je pense que c'est le professeur Fabien qui disait, vous filmez deux personnes en train d'échanger des volontés qui passent un contrat, c'est aussi bon qu'un acte sous seing privé sur papier qui contient les signatures des individus. Et puis, je ne suis pas en désaccord sur le fait que ça remplit essentiellement la même fonction avec la même efficacité. Mais il reste que c'est pas vraiment appeler ça un écrit sous seing privé, un vidéo où il y a des gens qui échangent des consentements. C'est fait, c'est un spécialiste d'arbitrage. La Convention de New York prévoit que les clauses compromissoires soient des écrits scribés. Il y a tous les jours des clauses qui sont par téléphone. Ouais, ils sont satisfaits. Et les premiers qui respectent, enfin, les premiers qui ont intégré des signatures orales, c'est les conventions d'arbitrage. Une signature orale, c'est presque une contradiction dans les termes. Fonction. Signature, c'est quelque chose de... Fonction, les fonctions, Ouais. une fois de la signature selon 28-27, c'est identité de la personne, donc la voix me permet de m'identifier,
et deux, manifester un consentement. Mais la fonction aussi, c'est que la signature, c'est une formalité. Et une formalité, par exemple, dans un acte sous seing privé, c'est quelque chose qui est institutionnalisé, qui est reconnu comme tel, comme étant quelque chose d'assez spécifique, d'assez précis, qu'on reconnaît comme étant la manifestation du consentement d'un point de vue institutionnel. Alors que l'échange sur vidéo, c'est une très bonne preuve du consentement des personnes, mais ça n'a pas la valeur d'une formalité. C'est pas une formalité. Stipulare, le terme stipulare vient du latin, dont une des origines possibles, ce serait casser la paille. Il y avait deux, un acheteur et un vendeur, tiennent une paille, et quand la paille casse, ça veut dire que les deux sont d'accord. Fait? Eh bien, Formalité. on a une formalité qui pourrait être filmée et qui pourrait signifier un accord signé entre Ben les là, parties. si on la reconnaît institutionnellement, formellement dans le code ou ailleurs, là, on est rendu un peu au niveau de la signature, le manuscrit ou quelque chose du La genre. preuve est d'ordre privé, donc on pourrait effectivement faire une convention sur la preuve où on dit que ce cassage de paille constitue un acte signé. Moi, je me souviens, en 93, j'avais rédigé un contrat type EDI avec Karim Beniclef où on avait une clause en disant telle manifestation faite entre des machines constitue vos signatures. Donc, on fait un contrat cadre où formellement, contractuellement, on établit telle action constitue une signature. Donc, pour lui, effectivement. Tu sais, Vincent, c'est parce qu'à un moment donné, ça dépend du niveau d'abstraction auquel on veut aller, là. Fonctionnellement, je peux serrer la main au professeur Panacio et on dit c'est une signature. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Toute manifestation de consentement est une Vous signature. avez Oui, voilà. Vous avez vu passer, mes étudiants étaient obligés de la lire, une décision qui a été confirmée en appel au Saskatchewan où il y a eu des ventes agricoles, ventes de lin en Saskatchewan, qui a été conclues par texto. Ouais. Et les ventes agricoles sont encore assujetties au statute of fraud, anglais 1677. Et on a considéré que le stand-up, confirmé par la Cour d'appel, valait signature. Acte écrit signé, conformément à ce que cette vieille disposition anglaise. Une question de définition, puis parce que si c'est purement fonctionnel, ben là, tout devient une signature. Des fois, on est au téléphone, dites, faites un si vous êtes d'accord, Il nous reste 20 minutes. Écoute, c'est passé à une vitesse folle, donc je vais te laisser la parole, cher Maxime, sur la troisième thématique sur. Ouais. Ben, on en a déjà parlé, c'est-à-dire la loi, est-ce qu'on devrait la mettre de côté ou est-ce qu'on devrait la garder et peut-être la réparer un petit peu? Moi, je comprends que Vincent, toi, dans une certaine mesure, tu voudrais la garder avec possiblement certaines précisions apportées dans le code, par exemple, sur la question de l'authenticité notamment. Je devrais préciser aussi que moi, la loi, je la connais surtout d'une perspective de preuve. Je la connais pas. Il y a d'autres choses dans cette loi-là. Et puis, c'est bien possible que ces éléments-là soient dignes d'être conservés, mais j'ai pas d'opinion là-dessus. C'est juste que, puis je l'ai mentionné tout à l'heure, ça revient un peu à ce que je disais, là, mais je comprends. J'aimerais, j'aimerais, mais en même temps, personne ne devrait s'assujettir à ça, là, mais j'aimerais ça avoir une idée de quelles sont les discussions, les conversations qui ont eu lieu chez les fonctionnaires, au ministère de la Justice, le ministre à l'époque responsable de l'autoroute de l'information. Qu'est-ce qu'ont été leurs échanges pour arriver à la conclusion que finalement, ce serait important d'ajouter ou d'adopter une loi complète qui viendrait parler du cadre juridique des technologies de l'information et parler plus particulièrement d'éléments de preuve, de valeurs juridiques, d'admissibilité, ces choses-là qui sont déjà discutées, couvertes dans le Code civil.
Et donc, moi, mon hypothèse, c'est que c'est un peu ce qui pourrait arriver avec l'intelligence artificielle, par exemple, c'est on a une certaine inquiétude, parce que c'est des gros changements. Je me souviens, en 1999-2000, il se passait beaucoup de choses à propos de l'Internet. C'était nouveau. Moi, j'ai eu une adresse courriel en 1995, je pense. Alors, c'était commencé à faire de la recherche sur Internet en 97 ou quelque chose du genre. Et donc, tout ça, ça nous échappait un peu. Il y avait des gens qui s'y connaissaient davantage. Mais évidemment, il y avait cette idée que ben, tout va changer, alors il faudrait qu'on change nos règles, notre droit. Et j'ai l'impression que c'est ce qui nous a menés à la loi. Mais, comme je disais tout à l'heure, au fond, je le dis dans l'article, mais c'est une sorte de tour de grande roue qu'on a fait. C'est qu'on est parti d'en bas et avec, disons, la notion d'authenticité, puis on s'est dit, OK, let's go, on s'en va sur la Lune. Avec les articles 5, 6, 7, assurer l'intégrité, etc. Mais finalement, on est revenu en bas avec la bonne vieille notion d'authenticité, simplement appliquée aux documents électroniques. Et puis, malheureusement, ce qu'on a fait en faisant le tour de grande roue, c'est qu'on a simplement ajouté des couches qui sont venues rendre l'analyse de ces documents-là plus complexe. Et puis, il me semble que la Cour d'appel dans Benesti contre Clauda, moi, je lui lance jamais la pierre parce que j'ai l'impression qu'elle a fait le meilleur travail qu'elle pouvait faire pour interpréter la loi telle qu'elle était. Mais la décision de la Cour d'appel dans Benesti, c'est compliqué, là. C'est pas facile à suivre. Moi, ça m'a pris ça m'a pris quelques années avant d'être à l'aise avec ce qui se passe dans Benesti, parce qu'au bout du compte, moi, il m'apparaît que le message général, même celui de la Cour d'appel dans Benesti, c'est c'est encore l'authenticité, mais quand on a des documents technologiques, ils tendent à avoir des métadonnées, donc pas besoin nécessairement de faire une preuve distincte de l'authenticité. Mais il faut quand même faire une preuve d'authenticité en principe. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'on a ajouté dans tout ça? Là? Pas grand-chose à part l'histoire des métadonnées. Puis même les métadonnées, on sait aussi que c'est pas une garantie, là, ça, les métadonnées. Ça se manipule, et donc, la question de l'authenticité demeure, même quand il y a des métadonnées. Et par conséquent, ça m'amène à la conclusion qu'on pourrait peut-être juste faire avec les notions d'authenticité qu'on a déjà, comme tu le suggères, préciser que ça marche aussi pour les documents technologiques. Et puis, la dernière chose que je vais mentionner, je me souviens que Marseille m'a envoyé un courriel en me posant une question sur mon invocation de métaphysicien à la fin de l'article. Et puis, je pense que je dois m'expliquer là-dessus. C'est pas les métaphysiciens comme il y en a au coin de Food Mary, puis, puis c'est où le Décari. Il y a une espèce de bibliothèque métaphysique, ce n'est pas des séances supernaturelles. Ce que je voulais dire au fond, j'aurais dû le dire comme ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, quand on veut changer des concepts ou ajouter à des concepts, puis en créer des nouveaux, il faut juste qu'on fasse attention qu'on n'a pas déjà des concepts qui font l'affaire, qui sont utiles, qui sont efficaces, qui ont été éprouvés. Euh, et donc que des gens qui s'occupent de concepts, de catégories, et qui sont des pragmatiques à cet égard-là. J'espère qu'on sélectionnerait des gens qui sont pragmatiques, pourraient nous aider à discuter ce genre de questions-là. Mais je pense qu'à la fois les philosophes, les juristes,
tous les gens qui sont minimalement raisonnables sont capables de contribuer à ce genre de réflexion. Mais je suis content quand même que ça a suscité la curiosité pour qu'on puisse en parler de manière plus générale. Si je peux me permettre de rebondir, Vincent, d'abord, ça m'a fait tellement de bien de lire cet article-là parce que moi, je m'arrache les cheveux de cette loi-là depuis 2001. Mais un des reproches principaux que je lui fais, à part le fait qu'on a voulu rajouter des nouveaux concepts pour des trucs qui existaient déjà, par exemple l'authenticité, on n'avait pas besoin de se lancer dans l'intégrité, le transfert, la copie, etc. De tout temps en droit civil, il y a eu l'original, la copie, l'extrait. Voilà, on n'avait pas besoin d'en inventer d'autres. Ça crée de la confusion en pratique. Il ne faut pas oublier, en ce qui concerne le droit de la preuve, parce qu'encore une fois, le professeur Panacho a raison, on a voulu faire de l'archivistique avec cette loi-là, on a voulu gérer les problèmes qu'ils ont au gouvernement. On a essayé de tout régler d'un coup. Alors, je vais me permettre de citer un autre professeur qui citait peut-être un auteur romain en disant, avant de toucher à la loi, il faut y aller d'une main tremblante. N'est-ce pas? C'est Vincent. C'est Vincent qui a dit ça. Non, c'est Montesquieu. Oui, je sais. C'est Montesquieu, mais c'est dans Montesquieu. Et là, ils ne sont pas allés avec une main tremblante, ils sont rentrés comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Bon, alors voilà, c'est ça qui s'est passé. Le deuxième reproche, c'est parce que, c'est pour ça que l'affaire des méthodiciens m'a interpellé. Honnêtement, avec beaucoup d'égards pour ceux qui ont écrit ça, il y avait une ignorance, c'est sévère ce que je dis là, mais de certains principes fondamentaux en droit de la preuve. Il y a des erreurs juridiques dans cette loi-là qui sont embarrassantes. À chaque fois que je lis ces dispositions-là, et je donne un exemple. On a parlé tantôt de la présomption de l'authenticité d'un support. Donc, la loi dit, c'est le support, le fait que le support d'un document, disons un serveur informatique, permet de maintenir son intégrité, de ne pas être établi. Ah. Sauf si la partie adverse a établi, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte au support. Je ne sais pas si c'est le professeur Ducharme qui a dit, ça c'est un peu comme essayer de prouver qu'un bateau est insubmersible une fois qu'il est au fond de l'océan. Si la partie adverse a démontré, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte au support du document, donc que le serveur ne permettait pas d'assurer son intégrité pour des raisons XY, c'est fini, il est trop tard, il n'y a plus de renversement, puis le fardeau de la preuve en droit civil est par prépondérance de preuve. Alors, la personne qui a rédigé la disposition, qui voulait créer une présomption simple, ne maîtrisait même pas, je veux dire avec égard, la façon de créer une présomption simple en droit civil, alors que dans le chapitre sur la preuve, précisément, il y a un article très simple qui le décrit. On a juste à dire c'est présumé plutôt que réputé. Voilà. Donc, les mêmes gens qui ont écrit ça sont ceux qui ont fait l'architecture de ça, puis qui sont rentrés comme des chiens dans un jeu de quilles pour dire, nous autres, on va vous montrer comment ça marche en droit de la preuve. Alors, c'est pour ça que ça me faisait peur de dire, même des philosophes, pas des méthodiciens qui ne connaissent pas le droit de la preuve. Le droit de la preuve, c'est un droit qui s'est développé pendant des centaines d'années. C'est pas comme la loi sur les régimes complémentaires de retraite qui est sortie d'un ministère X, puis bon. Et c'est des règles très anciennes, qui se sont développées pour répondre à des problèmes très pratiques qu'on a à la Cour. Alors, on ne peut pas avoir Madame Jeanne, je la nommerai pas, qui rentre là-dedans, puis schlac, on va vous changer tout ça. Ça ne fonctionne pas. Je vous donne un autre exemple, après ça, j'arrête, mais il y a un article là-dedans qui dit si on n'est pas satisfait, on n'est pas capable de prouver l'authenticité d'un document, donc d'un écrit. Alors, vous avez un document, là, juge, on ne le sait pas si c'est un faux ou un vrai, on l'ignore. Bon, alors, ça va aux poubelles. On ne rentre pas dans ça. On dit dans la loi et dans le code qui a été amendé, parce que souvent, vous avez la même disposition écrite deux fois en passant là, au niveau des principes de rédaction législative. Ça n'a aucun sens.
Et elle dit, ben, si on connaît pas l'authenticité du document, il pourra servir de commencement de preuve ou de témoignage. Mais un commencement de preuve, c'est pas un document corrompu ou une moitié de feuille de papier. Un commandement de preuve, c'est un document authentique, mais qui ne fait pas preuve entièrement d'un acte juridique. Donc, par exemple, j'ai écrit au professeur Panel, merci pour le prêt, ça m'a vraiment fait du bien. Bon, j'ai pas un acte de prêt, mais j'ai quelque chose qui laisse entendre qu'il y en a eu un. Mais il faut que ma lettre soit authentique, prouvée. C'est une autre incompréhension, mais fondamentale du droit de la preuve. Et ça, c'est les auteurs de cette loi-là qui ont voulu régler le sort du monde entier dans cette loi-là. Puis ça fait une loi. Et depuis ce temps-là, heureusement, on a des juristes de haut niveau comme le. Puis c'est pas un faux compliment que je fais au professeur Gautret, qui mettent du contenu dans cette loi-là, puis qui ont mis des efforts mais incroyables pour insuffler de la vie dans un document qui est en plus tellement complexe qu'en pratique, les gens ne la lisent pas. Moi, je peux vous dire, là, Héroïque. c'est héroïque. C'est vrai que c'est héroïque. Puis c'est vrai que ça a eu un effet en passant, puis je le redis, je l'ai dit en début de conférence, de donner un nouveau souffle au droit de la preuve, ce que moi, j'adore. L'esprit tordu, j'aime le droit de la preuve, figurez-vous donc, comme Mais c'est pas un sujet, c'est pas le droit constitutionnel, mais voilà. j'ai pas le temps de répondre à des questions précises avec lesquelles je suis pas d'accord, parce que je veux quand même laisser. Il peut donner le temps. Donc, je suis d'accord pour dire Mais- on repart à zéro. Moi, je vais finir. Tu l'as dit au départ, il y a une problématique qui est plus d'ordre sociologique que juridique, c'est le fait que cette dame en question s'est frontalement opposée au barreau. Et dans le rapport du barreau, il y a, le link du site, il y a Animosité. merci, animosité réciproque qui a fait qu'au départ, ça Ça a bloqué. en bon québécois, ça a chiré. Et c'est dommage. C'est dommage aussi parce qu'il n'y a pas eu ça avec les notaires. Les notaires comme souvent dans les litiges, à mon avis, il y a des fautes des deux côtés. Je trouve que le barreau a pas été. Je trouve que les notaires sont meilleurs en matière de techno que les avocats. Enfin, je parle du barreau ou la chambre. Et notamment, la chambre a modifié la loi sur le notariat en 2000, en intégrant l'intégrité en douceur, en 2023 en douceur. Il y a pas. Et je pense qu'au départ, et puis je t'entends, je sens, j'étais sur ce comité-là. Hein, Non, il faut savoir, il y a eu un autre comité parce que Mme Proulx voulait, Alors, on a les je l'ai deux. noté, On a les deux. elle voulait adopter une deuxième loi Ah oui. d'application de la première. projet de loi 45, Et c'était une catastrophe. c'était encore pire. En tout cas, alors ça, j'étais sur le Mais comité. c'est pas, il y a quelqu'un, il y a personne qui l'a arrêté non plus. C'est ça Non. qui est quand même Non. impressionnant. Il nous reste 5 minutes, messieurs. Et puis, je vois pas. Je vais laisser aux soins s'il y a des questions en ligne, une ou deux maximum, là, mais je vous laisse Django, Lucas. Bonjour tout le monde, mon nom est Jacques-Claude Hébert, je suis avocat. Je voudrais faire deux remarques concernant les photographies et les courriels. Je suis un ancien étudiant de photographie au Cégep du Vieux-Montréal, je connais ça. Les courriels, j'ai un diplôme, un certificat d'une école d'ingénieur en France, en informatique. Je peux vous en parler un peu. Les photos numériques contiennent des données qui sont connues sous le nom du fichier EXIF. E-X-I-F. Ça vous donne le nom de l'appareil photo, la marque, la date à laquelle la photo a été prise, l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation, toutes ces choses-là. Et ça ne vaut rien parce qu'il existe des logiciels sur Internet tout à fait gratuits qui effacent le fichier EXIF dans une photo ou qui le remplacent par les données que vous voulez en modifiant la date. Puis des fois aussi, certains appareils photo ont des capacités GPS, on peut localiser la photo. On peut changer ça aussi. Ça apparaîtrait normalement dans le fichier EXIF. On peut les changer, puis le logiciel est gratuit. On le trouve facilement sur Internet. Donc, les photos numériques, ça ne vaut pas grand-chose en termes de valeur probante. Les métadonnées, là, ils peuvent être manipulés d'une façon épouvantable.
On peut les effacer, les changer, on fait ce qu'on veut. On peut faire ça au logiciel. Hein. Genre une photo faite avec un iPhone, on peut modifier la date à la main. Oui, puis il y a Comme un fichier certains, rose. Comme un il y a fichier certains rose. logiciels aussi, dès qu'on transfère une photo d'un logiciel à l'autre, ils effacent les fichiers EXIF ou ils nous demandent, voulez-vous les garder ou pas? Voulez-vous les modifier? C'est ça, là. Il n'y a pas de valeur probante là-dedans, mais il y a une solution. La bonne vieille photographie argentique avec négatif. Ça, on ne peut pas le truquer. On n'aura pas les données EXIF, évidemment. Là, on aura juste la photo. On ne peut pas la truquer. On ne peut pas truquer un négatif. C'est extrêmement complexe. Là. Et Staline avait des très bons. C'est ça. Oui, mais il n'était pas si bon que ça. Mais on pouvait détecter des choses. Sur le négatif, la photo, Staline, il pouvait la changer peut-être, mais pas le négatif. C'est trop petit, c'est pas possible. Oui. Et ça existe encore, j'en fais encore de la photographie argentique pour m'amuser. Et pour ce qui est des... Oui, Rapidement, parce qu'il y a d'autres questions, puis on a presque fini. je voulais terminer là-dessus. Pour ce qui est des courriels, ça peut avoir une valeur probante pas mal intéressante parce que si vous transférez, vous gardez vos courriels et vous les transférez directement dans l'ordinateur du juge, ils ne peuvent pas être changés. On ne peut pas changer un courriel dès qu'il est sur le serveur, Gmail, ProtonMail, Microsoft, n'importe quel. Personne ne peut y toucher, en principe. Je pense que c'est valable. Donc, si vous voulez mettre en preuve un courriel, bien, vous le transférez directement de l'ordinateur du juge ou du greffier, puis vous faites la preuve du contenu du courriel. La valeur probante est très bonne. Voilà, c'est une remarque que je voulais faire. Monsieur? Oui, c'est au cas par cas, ça veut dire. Oui. Premièrement, mon impression pour avoir été en réunion avec les rédacteurs, du moins du Code de procédure de 2016, c'est vraiment les objectifs étaient l'efficacité et on mettait de côté des idées de formalisme ou de sécurité juridique. D'ailleurs, je peux me targuer, au moins en anglais, j'aimais ça que vous utilisez le terme affidavit, de sauver le terme affidavit au moins en anglais. Il y avait des déclarations assermentées. Il dit, ben, non, ça semble trop formaliste. On avait posé la question pourquoi vous avez enlevé le terme affidavit, mais quand même, ils nous ont laissé ça en anglais. En anglais, c'est mieux comme moins. Mais juste pour recadrer un peu, est-ce qu'on peut encore parler vraiment d'authenticité maintenant que l'IA rentre dans tout? Vous prenez une photo avec votre téléphone, vous enregistrez. C'est pas comme le chimique ou le magnétique. Tout est traité maintenant par l'IA. Est-ce qu'on peut parler maintenant peut-être plus de sincérité que d'authenticité? Parce que même si on essaierait de prouver l'intégrité de ça, c'est une boîte noire, l'IA. Même les fabricants n'ont pas vraiment accès au logiciel, ou s'il y aurait accès, ben c'est Apple. Essayez donc d'aller chercher leurs secrets commerciaux à Palo Alto en Californie. Donc, dans ce genre de documents, il me semble que c'est absurde vraiment maintenant de parler d'originaux parce que justement la prise en lunale a été manipulée par des éléments qui sont inaccessibles. Oui, puis ce qui était donc une preuve qu'on trouve, la preuve par élément matériel où le juge fait ses propres constatations de représentation sensorielle, qu'on a toujours considéré comme étant extrêmement probantes parce qu'à l'époque, c'était des moyens de plus en plus, voilà, on va perdre confiance dans ce moyen de preuve-là avec le développement de l'IA. C'est un véritable problème. Je ne suis pas sûr qu'on a la réponse. Comme le présentiel qui hypnotise un peu, surtout en Ontario, ils sont allés tout de go avec ça. Le présentiel, c'est une preuve meilleure même qu'avoir les personnes en présence et tous les documents authentiques qui se font maintenant en présentiel. Mais le présentiel, vous savez bien, c'est une illusion. On n'est pas en présence de la personne. C'est une construction. Et avec le projet Lexius, vraiment, il y a un effort particulier pour tout dématérialiser. On n'en est pas encore là. Et ça va être quelque chose de voir où ça va nous mener dans nos procès. Alors, on n'est pas là, mais ça s'en vient. Sur cette question-là, vous le saviez, en procédure simplifiée à la Cour du Québec, ça existait déjà. Oui. D'accord. 2023. Oui. Parfait. Mais là, on l'a introduit à la Cour supérieure. Le projet pilote, c'était les actions collectives. Oui. Et on m'a dit que ça allait être déployé cette année dans les affaires commerciales. Donc, à la Chambre Commercial, tout à commerciale. fait, oui. Alors, voilà. Mais sur la question de l'IA puis de la sincérité,
Je dirais qu'encore, oui, ça crée des problèmes spécifiques à la technologie, mais il reste que d'un point de vue de droit de la preuve, vous disiez sincérité versus authenticité. C'est vrai qu'au bout du compte, parce que ce qui nous intéresse, parce que même quand on parle d'authenticité, c'est toujours une condition, comme disait Maître Marseille au début, c'est une condition nécessaire pour que l'élément de preuve ait une force pas une condition suffisante. Et au bout du compte, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un élément de preuve qui puisse avoir une valeur probante quelconque. Et puis, donc, la question va se poser, est-ce que ce genre de document manipulé par de l'intelligence artificielle, est-ce que ça vaut quoi que ce soit a priori pour faire la preuve d'un fait quelconque? Je pense qu'il y a des euh, questions en ligne. On a le temps pour une dernière question. Oui. Donc, c'est une question donc assez générale. Pouvez-vous distinguer entre authenticité, intégrité et valeur probante? Et conséquemment, comment prouver l'intégrité d'un document technologique? Mais l'intégrité, comme l'expliquait le professeur Panachou, c'est une notion qui a été ajoutée par la LCCJTI pour faire la même chose ou la même fonction que l'authenticité l'a toujours fait. Donc, pour ma part, j'ai toujours pensé que l'intégrité, ça revenait à l'authenticité. Donc, au Québec, on a tendance à dire, on est capable de savoir l'origine du document et qu'il n'a pas été altéré jusqu'à ce qu'on l'utilise en preuve. Bon. Alors, ça, c'est l'intégrité. La valeur probante, c'est autre chose, parce que l'authenticité, c'est je sais que ce document-là n'est pas un faux. Maintenant, une fois qu'il est en preuve, est-ce qu'il fait preuve, par exemple, de son contenu? Alors, je disais tantôt la mise en demeure. Le fait que c'est la vraie mise en demeure et est authentique, aucun problème. Mais ça ne veut pas dire que les allégations qui y sont faites sont vraies. Alors, la valeur probante du document, ça va dépendre du type de document qu'on a devant nous. Si c'est un document authentique, il fait preuve de son contenu. Si c'est un contrat, il fait preuve de l'acte juridique contenu entre les parties une fois que l'authenticité est établie et, dit-on, des déclarations qui s'y rapportent directement, peu importe. Alors, voilà, mais une lettre missive, ce n'est pas parce qu'elle est authentique qu'elle fait preuve des faits que l'auteur affirme. Ça devient un problème de oui-dire à ce moment-là. Alors voilà, ça dépend du type de document. Authenticité puis valeur probante du contenu, c'est deux concepts distincts, à mon avis. Je viens de lire ton article parce que là, puis on est d'accord là-dessus, tu identifies l'authenticité comme étant un problème de force probante. Plus généralement, je dirais que c'est un problème de pertinence aussi. Oui. C'est un peu un concept résiduel qui nous dit, ben, vous avez toutes sortes d'éléments, de preuves, des écrits, ça peut être un objet, ça peut être un enregistrement. Et puis, au bout du compte, on vous demande, ben, qu'est-ce qu'il faut que je prouve? Outre juste présenter ce truc-là pour qu'il fasse preuve de ce dont je veux qu'il fasse preuve. Et donc, là, ça va varier de type d'élément en type d'élément, mais c'est une sorte de notion, si on veut, protéiforme là, qui vient compléter. Puis c'est, au bout du compte, probablement une notion qui est liée à la pertinence ou à la... Donc, c'est qu'est-ce qui reste à prouver pour que mon élément de preuve puisse être utile? Mais cette question-là sur l'intégrité, comment on prouve l'intégrité, tu parles de déni législatif, là, le législateur qui ne fait pas sa job, c'est très difficile d'être plus précisément que la définition de l'article 6 parce que tout va dépendre du contexte. On ne va pas demander à une banque les mêmes conditions qu'un individu. Donc forcément, elle a utilisé des termes un peu vaseux avec une faute d'orthographe pour limiter au lu, là. Mais je ne sais pas dans quelle mesure on peut... Peut-être un peu trop spécifique, justement parce que ça pouvait s'appliquer à toutes sortes de circonstances. Écoutez, le temps est échu. Ça prend des métaphysiciens. On prend l'habitude de finir et de commencer et de finir à l'heure. Donc, juste deux choses. Donc, vous remercier d'abord et avant tout, cher Maxime Palacio. Je vous invite encore une fois à lire dans RJT 2023 cet article. C'est encore une fois un article important. Oui.
lire aussi les nombreux, j'ai vu que tu viens de faire, enfin, de participer à un collectif sur les actions collectives, justement. Mais aussi son livre sur les objections est un incontournable. Et plusieurs autres domaines dans le domaine de preuve. Donc, lisez nos conférenciers. Puis, dernier point, la prochaine activité de la chaire, c'est toujours dans ce cycle-là, c'est droit national privé et numérique. Et nous aurons Harit Aldabar, donc prof chez nous, spécialiste droit comparé. Guillaume Lagagnère, je ne suis pas sûr du prénom, grand spécialiste de DIP qui a travaillé chez Woods pendant longtemps. Et Maître Patanian, ici présent, avec la vision pratique des choses, qui va nous évoquer donc comment ce livre-là est lui aussi un peu malmené par le numérique. C'est bon, ça prend des praticiens. Ben, merci à toi.